écoutez, bienvenue pour cette session sur les violations de données personnelles et leur impact. Alors, je vais tout d'abord vous rappeler quelques définitions. Donc, data breaches, en français, c'est ce que l'on nomme une violation de données personnelles. Et je vais vous rappeler la définition qui a été définie justement dans le RGPD au niveau de l'Union européenne, donc la Réglementation générale de protection des données personnelles. Donc, une violation dans l'article 4, je vais vous le lire. Une violation de la sécurité, une violation de données personnelles, c'est donc une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel, transmises, conservées ou traitées de toute autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. Donc, en fin de compte, vous voyez bien qu'une violation de données personnelles, c'est en fin de compte tout incident de sécurité qui va entraîner un impact sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données personnelles. Alors, les données personnelles, c'est quoi? Je vous rappelle que ce sont toutes les données qui caractérisent ou qui sont détenues par toute personne concernée et qui a encore une fois la liberté de choisir ce qu'elle veut faire de ces données. Donc, eh bien, c'est donc le cœur du RGPD là-dessus. Et les violations de données personnelles ont été donc définies là encore au niveau européen par le Bureau européen de protection des données qui a fait un document qui référence donc 18 cas pratiques de violation de données personnelles et qui représente à peu près la majorité des cas de données personnelles de violation de données personnelles qui peuvent exister. Et ces 18 cas pratiques, eh bien, dans ce document de l'EDPB, eh bien, vous avez la définition des obligations qui sont suivant justement les cas à mettre en œuvre. Alors, ce document, vous pouvez le retrouver très facilement sur justement le site de l'EDPB, qui est donc le European Data Protection Board. Alors, ces 18 cas de violation de données personnelles ont été regroupés donc en 6 typologies de violations que je vais vous citer. Tout d'abord, les violations de données personnelles de type ransomware, rançongiciel comme on dit en français, avec ou sans sauvegarde, avec ou sans exfiltration de données. La deuxième typologie, c'est l'attaque d'exfiltration de données, avec dans cette typologie eh bien, ce que l'on appelle aussi le credential stuffing, c'est-à-dire tout ce qui est bourrage d'identifiants, par exemple pour des sites bancaires ou autres. Troisième typologie de violation de données personnelles, les sources internes de risques humains. La quatrième typologie, les appareils ou documents papier perdus ou volés. La cinquième typologie de violation de données personnelles, les erreurs d'envoi. Et enfin, la sixième typologie, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie sociale. Alors, s'il y a violation de données personnelles, de façon directe au niveau du RGPD ou de toute autre réglementation équivalente dans des pays hors Union européenne, vous allez trouver donc une obligation de notifier ces violations de données personnelles. Pour le RGPD, en cas de risque quand même déjà sensible, vous devez notifier par rapport à l'article 33 du RGPD cette violation de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et cela sous 72 heures. Et en plus, si le risque est important et a donc des conséquences importantes par rapport à chaque individu concerné, eh bien, vous devez, dans des délais le plus court possible, fournir aussi cette notification à toute personne qui est impactée par cette violation. Alors, vous voyez bien donc que ces impacts vont entraîner d'une part
une image de marque qui peut être plus ou moins ennuyeuse, hein, au minimum vis-à-vis de vos clients, hein, qui sont touchés par cette violation. Donc, votre image de marque, votre peut-être une perte de clients, peut-être aussi des concurrents qui vont utiliser, en connaissant cette violation, pour essayer peut-être aussi de vous nuire. Et puis, n'oubliez pas aussi que s'il y a un audit de l'autorité de contrôle, vous pouvez, hein, si on juge que vous avez été, que votre niveau de sécurité est insuffisant, hein, que vous êtes un petit peu trop léger dans votre organisation vis-à-vis de cette protection de données personnelles, eh bien, vous savez que donc les autorités de contrôle peuvent vous soumettre une amende qui va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de votre organisation. Voilà. Alors, justement, quand on parle de coûts, hein, eh bien, il y a eu une enquête qui a été faite aussi avec la communauté européenne et les États-Unis sur le coût financier de ces violations de données à caractère personnel. Et on estime qu'en 2015, le coût, hein, d'une violation était en moyenne de 3,8 millions de dollars. Et depuis, en plus, avec le Covid, le télétravail, tous ces moyens intéressants de travail, mais quand même beaucoup plus sensibles, eh bien aujourd'hui, on estime que le coût d'une violation de données est de 14,8 millions de dollars. Donc, vous voyez quand même de 3,8 à 14 millions, 14,8 millions, vous voyez un petit peu l'accroissement, hein, direct en termes financiers. On estime aussi que dans cette enquête, que la perte de productivité du personnel chargé de la gestion des incidents et de toute la perte de productivité liée à la désorganisation de la violation est estimée à peu près à 64 000 heures, hein, pour gérer l'ensemble d'une violation de données personnelles, ce qui est quand même très très conséquent, et que avec le courrier électronique, qui est un vecteur donc très fréquent, hein, de violation de données personnelles, eh bien que ça coûte à des grandes entreprises en moyenne 6 millions de dollars par an. Voilà. Donc, de façon globale, et donc encore une fois, de façon très directe, voilà ce que représentent donc ces violations de données personnelles et un petit peu les impacts directs. Alors, je vous parle du RGPD. Il y a naturellement beaucoup d'autres normes ou réglementations qui exigent cette protection contre les violations de données personnelles, et je pense qu'Emmanuel va prendre le relais pour vous évoquer tout ça. Oui. Donc, je vais me présenter très rapidement. Hein. Effectivement, je ne l'avais pas fait comme vous avez les présentations qui sont déjà inscrites sur le Data Symposium par PECB. Donc, très rapidement, bon, moi, je suis la seule dame. Hein, donc là, vous m'avez tout de suite repéré. Donc, Michèle Copitet. Donc, je suis formatrice accréditée depuis plus de 10 ans auprès de PECB. Je fais de la formation, du conseil et pas mal de pré-audits et d'audits sur ces sujets de sécurité, de résilience et également de gouvernance, hein, en plus de toutes ces normes autour de la sécurité. Je suis également donc certifiée COBIT assesseur. Donc voilà, voilà le gros de mes activités. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps, je te laisse la parole, Emmanuel. Dominique? Non. Okay, du coup, merci Michel pour cette présentation. Donc, pour ma part, voilà, mon nom est Dominique Borra. Je suis professeur à l'école de guerre économique, à l'UVSQ et à l'INSEC. Je suis consultant en cybersécurité dans un grand groupe de télécommunications français. Je suis président de la commission cybersécurité et intelligence artificielle de la CCFI et formateur PECB certifié sur les normes 27001, 27002, 27005, 27032, 27701, 22301 sur EBIOS et sur la sécurité du cloud. Je participe à des projets de sécurité aux USA, en France, en Israël, en Estonie et dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai un background de mathématiques et littéraire. Je suis diplômé de l'École supérieure de journalisme et détenteur d'un exécutif MBA de l'ESCP Business School. À part la cybersécurité, je m'intéresse à la convergence entre l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, ainsi qu'à la fusion technologique NBIC.
Emmanuel, à toi. Merci. Oui, bonjour Emmanuel Belluot. Donc, j'ai un passé d'ingénieur généraliste doublé d'un Master of Science à Berkeley en Californie, dans le domaine des risques, entre autres. J'ai travaillé chez IBM France dans les systèmes pour les grandes banques françaises, avec deux grandes banques françaises en particulier. Donc, c'est des systèmes, évidemment, la confidentialité, l'intégrité des données, c'est majeur. Ensuite, j'ai travaillé dans les systèmes de paiement, carte bancaire, carte bleue, système d'autorisation pour les paiements en ligne, les paiements sur Internet, etc., télécollecte des paiements, etc., etc. Dans une société qui s'appelle aujourd'hui Worldline, qui est bien connue. J'ai travaillé aussi dans l'infogérance du groupe Atos, donc l'exploitation informatique, la production informatique, entre autres à une époque où il y avait encore la Bourse de Paris. Là encore, des impératifs forts de sécurité, de confidentialité et de disponibilité. Je suis enseignant à la fac de Tours. Je suis aussi auteur d'un livre Management de la continuité d'activité qui est paru aux éditions Erol, qui a eu 2 éditions. Et j'enseigne la 27001 ELI, la 22301 ELI et la 31000 Lead Risk Manager. C'est à peu près tout. Je fais des activités donc de conseil, d'audit, entre autres audit de préparation et d'assistance à la certification. Je suis souvent présent dans des audits certifiants, mais du côté de l'audité, ce qui est un petit peu original quand même. Voilà. Donc, pour revenir à notre débat, oui, donc Michel vous a présenté les différents types, et c'est bien de rappeler ça parce que c'est quand même la base de la discussion et la base des dégâts, les impacts mesurés en dégâts financiers. Il faut quand même une petite remarque, c'est que, mais ça on le verra un peu plus loin, en général, une attaque, les premières typologies, ransomware, etc., attaques en exfiltration diverses et variées, souvent ça ne vise pas que les données personnelles. Enfin, il y a des données personnelles concernées, puis il y a d'autres données pour l'exploitation de la société qui sont concernées aussi. Et quand on veut arrêter les systèmes pour se mettre en quarantaine et autres, on va être obligé d'arrêter en fait tout, ou à peu près tout sur une usine, ou tout sur telle et telle activité. Dès qu'on est dans le monde bancaire ou d'assurance ou autre, on aura tendance, principe de précaution aidant, à couper les accès réseau, etc. Bon. Alors, donc la question était, sur laquelle on était venu, les référentiels. Alors, je ferai la distinction, les normes, pardon. Vous avez plusieurs types de référentiels de type normes. Vous avez des normes qui sont des normes de système de management, c'est-à-dire, je dirais, de gouvernance. Des normes de gouvernance qui impliquent la direction générale et pour lesquelles on raisonne risque. Face à des risques, on va mettre en place des mesures. Je me souviens très bien un jour en audit, je demande à quelqu'un, on était plusieurs dans la salle, est-ce que vous chiffrez vos PC portables? Alors le monsieur me dit oui, on chiffre les PC portables, d'ailleurs ça nous casse les pieds, ça sert à rien. Je dis ah bon, ça sert à rien? Ben, arrêtez de le faire. Si ça sert à rien, bon. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un à côté de lui qui lui dit ah non, parce que moi j'en ai besoin, parce que mes collaborateurs, ils ont des données confidentielles sur leur PC éventuellement, etc. Ça peut fuiter, donc on veut chiffrer, etc. Et le RSSI parle, oui, les autres gars disaient, oui, c'est la norme qui nous oblige à chiffrer. C'est la 27001 qui nous oblige à chiffrer. Le RSSI a enfin pris la parole en disant, c'est pas la 27001 qui prend la décision à votre place. C'est à vous de prendre cette décision de chiffrement de vos données. Ce que la 27001 appelle un propriétaire de risque d'ailleurs. C'est vous, en pleine connaissance de vos risques, que vous décidez de mettre en place telle ou telle mesure de sécurité pour vous protéger. Bon. Et la philosophie de ces normes de système de management, c'est exactement ça. C'est une direction qui est consciente de ces risques et qui demande à un certain nombre de gens de mettre en place des mesures pour protéger l'entreprise. Donc, vous voyez, ces normes-là, c'est toutes les normes en 01, 27001, 22301, etc., qu'on connaît tous. Bon. Vous avez aussi d'autres normes ou référentiels de bonnes pratiques.
la 27002, bien connue, qui sont, je dirais, de livres de recettes dans lesquels on va puiser des bonnes idées, des manières de faire, pour justement les gens qu'on a vus tout à l'heure qui se préoccupaient de couvrir le risque par des bonnes mesures, ils ont des bonnes mesures dans ces référentiels-là. Donc là, vous en avez pléthore. Vous avez les petits fascicules de l'ANSSI, vous avez toutes les 27 000 XX qui ne sont pas en 0,1 ou en 0,0 à la fin sont dans cette catégorie-là, etc. Et puis, vous avez aussi de la réglementation. Alors, la réglementation, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à prendre ou à laisser. Dans 27002, on peut ne pas tout prendre. Dans la réglementation, on ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui, je ne vais pas respecter les RGPD. Non, c'est tout le temps. La réglementation est obligatoire. RGPD donc est obligatoire en Europe et a été traduit dans les législations des pays. Vous avez d'autres réglementations un peu atypiques parce qu'elles émanent d'organismes qui ne sont pas forcément des États. Je pense à BAL 3, à Solvency 2, qui a des exigences, par exemple, en matière de continuité d'activité et de protection contre les interruptions. Les plans d'urgence et de reprise d'activité ou de poursuite d'activité, etc., ils vont obliger, dans certains cas, à se mettre en mode dégradé face à des tentatives d'acquisition malveillante de données personnelles ou autres. Voilà. Bon, plus, alors il y a Nice 2, enfin Nice 1, Nice 2 qui arrive, qui est aussi dans cette catégorie-là. Voilà. Bon. Alors, deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Donc voilà pour le tour des normes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans le chat sur ce sujet. Par contre, effectivement, tu as énoncé un grand nombre d'obligations légales, réglementaires, sectorielles, etc. D'après toi, quelles sont les meilleures normes ou quelles sont les meilleures gouvernances ou frameworks qui aident à répondre à ce genre de questions thématiques? C'est pas une question facile, ce genre de choses. Je dirais la meilleure gouvernance, c'est la compréhension par la direction générale de ses obligations, à connaître ses risques et à les traiter. Alors, si elle y arrive parce qu'elle est contrainte et forcée par un NIS 2 ou parce qu'elle a la peur du pourcent de chiffre d'affaires d'amende en RGPD ou autre, parce qu'elle a la peur du bâton, un peu, très bien. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un cadre meilleur que les autres. Il y a les cadres ISO, genre 27001, ont quand même été conçus de manière très générale et très globale. Ils ne se suffisent pas. La 27001 dit bien, il faut aller choisir ces mesures de sécurité dans tout référentiel qui vous va bien. Vous le prenez dans la 27002, mais ailleurs aussi, si vous voulez. En France, on a la loi de programmation militaire, par exemple. La loi de programmation militaire nous donne, je ne sais plus combien, j'ai vu un document, 182 mesures dans lesquelles, alors la loi de programmation militaire étant militaire, c'est obligatoire. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part, une autorité qualifiée quelque part, qui a décidé dans un ministère que c'était rendu obligatoire. Mais donc vous voyez, il y a les normes de gouvernance, et 27001 est effectivement pas mal. Vous avez aussi le NIST qui fait… L'intérêt du NIST, c'est qu'il vous explique aussi ce qui risque de vous arriver si vous ne faites rien. Moi, j'aime bien dans les référentiels américains, ils vous font peur un petit peu. Dans les documents américains, ils vous font peur et vous disent, étant donné ceci, cela, alors faites tel et tel aspect. Ils sont assez pédagogiques par rapport aux documents de l'ANSSI où on vous dit, voilà, il y a 12 mesures, faites ça, point final. Donc, pour répondre à votre question, pour un cadre général, les 27 points, les 22.301 pour la continuité d'activité, l'analyse d'impact sur les activités BIA, les cellules de crise, etc., les mises en quarantaine éventuellement très bien liées à la cyber-interruption, cyber-paralysie, comme on dit aussi. Et puis, toutes les normes de bonne pratique, que ce soit 27002, loi de programmation militaire, etc., vous en avez un peu partout. Puis le réglementaire, lui, on n'a pas le choix, il est obligatoire. Je ne sais pas si ça répond à votre question et si les autres ont dit. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Parce que moi, j'ai quand même quelque chose chez Emmanuel que j'ai entendu qui m'interpelle.
si j'ai bien compris ce que tu dis, en fait, on a le choix entre une direction qui veut un cadre et une implémentation efficace et une direction qui, entre guillemets, veut un bon bulletin, mais qui ne regarde pas trop, on va dire, à l'efficacité des mesures prises tant qu'à la fin, ils ont pu checker la case et dire, OK, on est bon, indépendamment Est-ce qu'il y a des secteurs ou des domaines où tu vois qu'il y a plus de faiblesse ou plus de détermination à mettre en place des programmes efficaces contre les violations de données? Alors, disons que si vous avez une direction qui est comme ça, c'est-à-dire qui met en place quelques mesures et qui se contente d'un existant, même si ça devient inefficace, 27001 oblige tous les ans à faire un audit interne. Si ça devient inefficace, l'audit interne doit le détecter, ce genre de choses, hein, et doit d'ailleurs avertir la direction générale illico. Hein. Donc, ce sont vraiment des cadres de management, hein, 27001, 22301 ou autres. Mais il est vrai que vous avez un certain nombre de directions, un certain nombre de sociétés qui peuvent se contenter de pas grand-chose tant que ça marche, hein, mais qui quand même, hein, le problème, depuis l'arrivée d'RGPD, entre autres effets salutaires, je dirais la peur pour le portefeuille. Je dirais, hein. Moi, je vois des sociétés qui sont pas tellement visées, enfin, c'est pas des hôpitaux, c'est pas des. On va revenir sur cette histoire-là. Est-ce que les hôpitaux sont plus visés que d'autres? Hein, mais qui, apprenant que ça pourrait se traduire par des pénalités financières directes, sont un peu plus regardantes, hein, à la sécurité et donc liées aux données personnelles, mais pas que. Hein, mais pas que. Vous avez aussi le fait que des directions générales, à l'inverse, pensent qu'il faut mettre de l'argent sur la table pour faire de la sécurité et qu'ils n'ont pas envie d'en mettre, donc ils n'ont pas envie de mettre beaucoup de sécurité. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent pour faire de la sécurité, il en faut, mais c'est pas forcément le premier souci. Moi, j'ai vu un client, j'allais le voir en avant-vente au conseil. Il avait un budget d'un certain nombre de centaines de milliers d'euros et il mettait les trois quarts de son budget d'entrée de jeu dans l'achat d'un antivirus. Et la discussion tournait autour du sujet quel antivirus faut-il que je choisisse, etc. Et moi, j'ai dû ramer pour demander, mais êtes-vous sûr qu'il faut commencer par mettre des antivirus? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes chez vous? Quels sont vos principaux risques? Alors ça, c'est une question que je pose souvent. Hein. Quels sont vos principaux risques? C'est-à-dire, quels sont les principaux événements qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs en matière de sécurité? Vous voulez pas de violation de données personnelles? Est-ce que vous avez regardé comment pourrait y en avoir chez vous? Vous avez regardé ça? Non, ben, commencez à regarder ça et puis voir après quels sont les outils qu'il faut aligner derrière si besoin d'outils il y a. Donc là, faire de la sécurité, bien sûr, choisir le bon référentiel, mais avoir une bonne intelligence des risques, hein, et pas forcément une affaire d'argent, sachant qu'il faut bien sûr de l'argent. Et pourtant, on parle d'argent. On prend par exemple le secteur des soins de santé, où on sait très bien que les moyens sont aujourd'hui terriblement limités et que, a posteriori, c'est aussi un secteur qui est particulièrement visé par toute une série de pirates informatiques, virus, ransomware, rançongiciel, etc. Alors oui, ça c'est un peu mon leitmotiv, hein, que je répète souvent. On dit ah les hôpitaux sont visés ou tiens telle société est particulièrement visée par une attaque. Je dirais c'est comme si vous disiez vous avez un pêcheur qui a mis un asticot dans la mare, hein, il y a un poisson qui meurt. Ah ce poisson était particulièrement visé. Non pas du tout. Ce poisson il a mordu à l'hameçon, il ne s'est pas méfié. Ah ben, c'est un peu le même genre là. Hein, vous avez des gens qui mordent à l'hameçon, vous avez des gens qui ont des protections insuffisantes, qui s'en rendent plus ou moins bien compte. Je discutais récemment, justement, en préparation de cette discussion, le week-end, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille avec des hôpitaux et qui me disait il y a encore des grands mandarins dans certains hôpitaux français qui ne veulent pas entendre parler d'identifiant mot de passe. Donc, soit il y a quelqu'un qui les saisit à leur place, la secrétaire, donc c'est toujours le même mot de passe depuis des lustres,
Enfin, vous voyez, vous avez des portes grandes ouvertes avec des négligences. Alors, identifiant mot de passe, c'est un exemple classique. La vétusté des équipements aussi. Et là, on peut plaindre peut-être la faiblesse des budgets consacrés. Et là, c'est pas forcément de la faute les gens en sont plutôt victimes. Hein. Mais ne pas vouloir saisir d'identifiant mot de passe, je dirais, c'est un problème de sensibilisation. Les gens qui ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils éteignent leur PC ou qu'ils le mettent en veille quand ils s'absentent de leur bureau pour aller regarder une radio dans le bureau d'à côté, etc. Alors qu'il y a des gens qui passent dans la salle d'attente et que le PC, il est à la vue de tout le monde, enfin, etc., etc. La non-segmentation des réseaux, les sauvegardes qui sont un peu acrobatiques. Quelqu'un me disait, oui, la sauvegarde d'aujourd'hui a commencé alors que celle d'hier, elle n'est pas encore finie parce que nos matériels sont trop lents. Notre dérouleur de bande est trop lent et de toute façon, si on voulait restaurer, on aurait un tas de problèmes. On ne pourrait pas restaurer en moins d'une semaine les données principales, enfin, qu'on n'a d'ailleurs pas trop identifiées par ailleurs. Enfin bon. Et vous voyez, Or que tout le monde sait bien que la protection des données aujourd'hui, c'est un élément clé aussi pour la sécurité des personnes, parce que la divulgation de données à caractère personnel, ça peut aller très très loin. Ça va bien au-delà de savoir combien vous gagnez ou quelles sont vos préférences en matière de couleur de voiture, de religion ou d'autres choses. Est-ce que Michel, tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Parce que je pense que Dominique, par contre, a énormément à rajouter sur le sujet. Oui, mais de toute façon, c'est la liberté de l'individu, hein. Effectivement, hein, c'est bien écrit de toute façon au niveau de la réglementation, et ça c'est vraiment très, très bien hein, ce qu'a fait l'Europe à ce niveau-là. C'est que c'est un droit fondamental, hein, c'est fait partie de nos droits fondamentaux de liberté, de pouvoir en tant que personne concernée, eh bien tout ce qui nous appartient en propre, pouvoir décider nous-mêmes de ce que l'on veut en faire et de comment c'est manipulé, comment c'est diffusé, etc. Voilà, c'est une propriété comme une autre hein, qui nous appartient. Donc, c'est évident hein, qu'il y a dans ces données personnelles des données qui vont être dites données personnelles et des données personnelles sensibles, d'ailleurs, qui sont bien réglementées dans un règlement spécifique, dans un article spécifique, l'article 9 du RGPD, sur tout ce qui est vraiment données sensibles. Il est évident qu'il est beaucoup plus impactant pour un individu hein, d'avoir les données caractérisant une maladie qu'il a, qui pourrait être qui pourrait être donc prise en compte par une compagnie d'assurance, par une banque pour avoir un prêt. Donc, si c'était diffusé n'importe comment, voilà ce genre de choses qui pourraient arriver à un individu et qui est absolument, qui n'est pas du tout envisageable, j'ai envie de dire. Hein. Mais effectivement aussi, moi, si j'ai pas envie que l'on sache en termes de sur Internet par rapport à des sites de e-commerce que j'aime les voitures rouges, je n'ai pas envie ensuite de recevoir un tas de publicité sur les voitures rouges, eh ben c'est mon choix. Hein. J'aime les voitures rouges, c'est mon choix. Peut-être que autour de moi, ma famille sait que j'aime les voitures rouges, mais effectivement, je n'ai pas envie que la terre entière sache que j'aime les voitures rouges et qu'on en profite pour m'envoyer un certain nombre de mails ou autre chose, de profiling publicitaire à propos des voitures rouges. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement, il y a un suivi par les autorités de contrôle de ce qui se passe dans les entreprises et que chacun hein, peut d'ailleurs hein, donner hein, aussi au niveau de la CNIL, au niveau des autorités de contrôle, eh bien, soumettre hein, comme quoi il y a des procédés qui ne sont pas du tout licites de la part d'entreprise par rapport à vos données personnelles. Donc ça, voilà. Donc c'est ça aussi, hein, l'impact hein, vis-à-vis des données personnelles, savoir que chaque individu doit hein, bien comprendre qu'il est propriétaire de cela et qu'en termes d'impact, hein, il a le droit de décider aussi lui-même hein, de ce qui pourrait être pris en compte hein, sur des sociétés qui ne sont pas très
légal là-dessus et peut-être un petit peu, comme on dit, un petit peu ripou, hein. Donc, encore une fois, une violation de données personnelles, on voit bien hein, que ça peut effectivement avoir des conséquences très graves, hein, bien au-delà même de l'aspect purement interne d'une entreprise sur des coûts directs, mais que ce sont des impacts sur chaque individu, hein. Je pense que personne n'est très enclin à avoir au niveau de sa maison, de rentrer chez soi et d'avoir des individus qui sont chez soi. Ben voilà, oui, je suis rentrée chez vous, la porte était ouverte, moi je me trouve bien chez vous, hein, donc j'y reste. Non, donc c'est pareil pour ces données personnelles. On doit aussi pouvoir dire, ben non, attendez, chez moi, c'est chez moi, mes données personnelles sont à moi. Donc voilà, je ne veux pas que vous puissiez eh bien, les acquérir et en faire ce que vous voulez. Et au-delà de tout cela, hein, je pense que c'est Dominique là, qui a beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Au-delà même de l'individu en tant que tel, hein, ça peut entraîner même sur un plan vraiment gouvernemental ou international, même des aspects que chaque individu peut-être n'estime pas vraiment, mais qui peuvent avoir des conséquences très graves, même sur un plan plus global de démocratie. Et je pense que Dominique peut nous en parler, il a beaucoup de retours d'expérience sur ce sujet-là. Je ne sais pas si Dominique. Ça, je pense que c'est un sujet très intéressant, justement. Parce que, évidemment, jusqu'ici, on parle, ok, j'ai pas envie que mon goût pour les voitures rouges apparaisse trop en public parce que j'ai pas envie d'être inondé de publicité. D'un autre côté, j'ai pas vraiment envie que mon assureur sache que je souffre peut-être de l'une ou l'autre maladie rare qui pourrait faire qu'il ne veuille pas m'assurer ou que ma banque ne veuille pas m'assurer un prêt hypothécaire. Mais derrière tout cela, ça peut aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas, Dominique? Oui, alors tout à fait. Ça peut aller beaucoup plus loin. L'exercice auquel je vais me livrer, je vais vous raconter donc, un certain nombre d'éléments basés sur des retours d'expérience, afin de voir si on place le curseur à l'échelle maximum de gravité en termes d'impact sur la violation de données personnelles, ce qui se passe et la gravité d'un tel impact. Alors, comment mon histoire commence? Donc, c'était un soir de novembre 2018. On dînait dans un restaurant chic de la place Vendôme. On était un groupe d'experts en cybersécurité. Vous connaissez tous ce genre de situation. Et puis, vers la fin du repas, la conversation en vient à l'Afrique. Et mon voisin, un grand ciseau américain, proche de la rectime de Nocturnus, écarquille les yeux lorsque je lui parle des circonstances précédant le génocide de 1994. Alors, quelques jours plus tard, à son initiative, il m'envoie un mail et il propose de me mettre en relation à Washington avec le fondateur du programme national américain pour la gestion des identités dans le cyberespace, le NSTIC, qui est le premier programme de cybersécurité lancé par l'administration Obama sous l'égide du NIST, l'Institut des standards américains. Alors mon interlocuteur à l'époque, il coordonne un groupe de réflexion au sein de la Cybercoalition, qui est un think tank de Washington DC, qui a pour vocation d'éclairer et influencer les décideurs sur les stratégies cyber. Et l'objet de notre échange est simple: comment prendre en compte la nécessité d'empêcher l'érosion de la vie privée à une extrémité du spectre, ce qu'on a évoqué précédemment dans nos débats aujourd'hui, et puis à l'autre extrémité, le génocide pur et simple. Donc je vais faire brièvement le retour d'expérience que je vais partager tout de suite avec vous. Donc j'ai été pendant 4 ans, au début de ma carrière, liaison officer, agent de liaison en France pour le compte de Yad Vashem Jérusalem, sous l'égide du MAE israélien. Yad Vashem, c'est le mémorial de la Shoah, basé à Jérusalem sur le mont Herzl, en surplomb de la capitale. Donc j'ai travaillé à Paris sous le pilotage du département des Justes parmi les nations, Mador Hasidei Umot Haolam de Yad Vashem, et j'ai suivi à ce titre un millier de dossiers individuels en coordination avec les autorités françaises. Et j'ai eu accès à un nombre d'informations confidentielles relatives à la période de la Shoah en France. 20 ans plus tard, dans un tout autre cadre, j'ai été pendant 4 ans en relation avec plusieurs organisations gouvernementales et militaires rwandaises, cette fois sur des thématiques touchant aux répercussions du génocide perpétré contre les Tutsis. Là aussi, j'ai pu accéder à certaines informations. Dans les 2 cas précités, donc dans ces 2 cas de figure, la violation massive de données personnelles encadrées par des directives
criminelle a permis aux bourreaux et à leurs complices d'accélérer les processus d'extermination. Le premier cas se déroule à Paris entre le jeudi 16 et le vendredi 17 juillet 1942. 13 000 personnes vivant à Paris sont raflées en 2 jours. Un tiers sont des enfants. Ces personnes sont raflées avec le concours et la participation active de la police, de la gendarmerie et sous la responsabilité du secrétariat général de la police nationale de l'époque. Les personnes arrêtées l'ont été sur la base d'un fichier. Depuis l'ordonnance du 27 septembre 1940, les Juifs français à l'étranger sont tenus de se faire enregistrer dans les commissariats de police à Paris et auprès des sous-préfectures de province. 150 000 personnes sont fichées. 3 jours avant la rafle, une circulaire de la préfecture de police de Paris ordonne l'arrestation et le rassemblement de 27 427 Juifs, c'est très précis, étrangers habitant en France. Donc une partie des personnes arrêtées, y compris les enfants, sont envoyées à Drancy avec le concours de la Société des transports en commun de la région parisienne. Et l'autre partie, soit plus de 8 000 personnes, 8 000, dont beaucoup d'enfants, il y en avait 4 000 au total, sont placées en détention inhumaine, sans aucune condition sanitaire, dans le vélodrome d'hiver du 15e arrondissement, pour ceux qui connaissent, au bord de la Seine, à côté de Bir Hakeim. Une centaine de personnes décèdent dans des conditions atroces ou se suicident en se jetant des étages supérieurs. Ceux qui tentent de fuir sont abattus. La presse a interdiction d'écrire le moindre mot sur cet événement auquel ont assisté de nombreux Parisiens. Après plusieurs jours de détention dans des conditions abominables, des milliers de personnes détenues arbitrairement sont transférées par chemin de fer vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Le second exemple se déroule du 7 avril au lundi 4 juillet 1994. C'est assez récent. Cette année-là, au Rwanda, la quasi-totalité des Tutsis de l'intérieur sont exterminés en moins de 100 jours, soit plus d'1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, y compris les nouveau-nés, à raison de 10 000 assassinats en moyenne par jour, y compris dans les écoles ou les églises. Le mode d'exécution le plus courant est la mutilation à mort à coups de machette, souvent précédée de viols et de tortures diverses. Le nombre de bourreaux s'élève à quelques centaines de milliers d'individus. L'appel au meurtre est piloté par le gouvernement génocidaire officiellement en place à Kigali, avec diffusion de programmes de propagande via Radio 1000 Collines qui émet depuis un véhicule blindé. L'identification des victimes se fait grâce à un fichage préalable sur la base de l'appartenance ethnique supposée. Le fichage s'étend à l'ensemble du pays, à chaque ville, chaque village, chaque quartier, chaque rue, chaque maison, chaque individu, quel que soit son âge, son sexe ou sa condition. 2 ans avant le génocide, en 1992, le fichier des personnes à surveiller est informatisé. Circonstance aggravante, le gouvernement en place avant le génocide fait figurer l'appartenance ethnique sur les cartes d'identité. Donc, en clair, Tutsi, Hutu ou toi, ce qui a permis des assassinats et des viols systématiques lors des contrôles de filtrage effectués sur les nombreux barrages dressés dans tout le pays. Alors, en conclusion, les génocides, on le voit, sont une constante de l'histoire humaine. Après le génocide arménien au début du XXe siècle, qui a fait 1,5 million de victimes, la Shoah, avec 6 millions de victimes, n'a pas stoppé le cycle infernal, puisque d'autres massacres de masse sont survenus après, comme le génocide cambodgien, qui a fait entre 1975 et 1979 2 millions de victimes, ou encore le génocide perpétré contre les Tutsis, dont je viens de parler, 1 million de victimes en 100 jours. À cela s'ajoutent divers nettoyages ethniques et répressions de masse qui se poursuivent actuellement en plusieurs points du globe. Aujourd'hui, les moyens de fichage de population aggravés par l'intelligence artificielle, la reconnaissance biométrique et la surveillance généralisée font peser un risque sur les informations personnelles des individus en raison de leurs convictions religieuses, de leurs opinions politiques, de leurs divergences supposées, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ethnique ou de particularités génétiques. Le traçage banalisé, la soif de contrôle des gouvernements, la convergence des technologies NBIC avec l'intelligence artificielle et demain l'informatique quantique génèrent évidemment de nouveaux risques systémiques sans précédent dans l'histoire humaine. Et il va de soi que de simples mesures normatives ou techniques ne peuvent évidemment pas à elles seules endiguer ces nouveaux périls systémiques dont les impacts potentiels létaux défient l'imagination. Voilà pour mon témoignage. Eh bien, merci. Je sens que c'est quelque chose qui apporte très fort
qui te touche encore très fort aujourd'hui. Et je vois vraiment qu'on a deux aspects. D'abord, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Le fichage, c'est quelque chose qui remonte déjà à fort, fort longtemps et qui est au contraire amplifié par tous les moyens techniques qui sont mis aujourd'hui à notre disposition et qui renforcent peut-être encore plus le besoin, si pas de légiférer, en tout cas de conscientiser les dirigeants et les instances politiques et publiques au danger que pourrait avoir une fuite des données personnelles dans le secteur, dans le public. Je vois que nous arrivons tout doucement au terme de cette entrevue. Je ne sais pas si Emmanuel ou Michel, vous avez un petit mot à rajouter par rapport à ce que Dominique a témoigné. Moi, j'ai juste une question parce que oui, ce que nous raconte Dominique, effectivement, ça nous touche tous. Hein, et hélas, hein, on a l'impression, par rapport à ce que dit Dominique, hein, on est dans une réalité un petit peu effrayante, justement, avec tous ces nouveaux moyens techniques, intelligence artificielle, etc., qui permettent, qui pourraient permettre, hein, comme nous l'a expliqué Dominique, de pouvoir ficher des personnes avec justement ce qui est complètement interdit par le RGPD sur leur appartenance religieuse, leur race, leur ethnie, leur religion, leur pensée politique, etc. Mais moi, j'ai quand même une question. Alors, j'ai envie de dire, mais ces fichiers, ils sont créés par qui? Ils échappent à qui? Est-ce que ils sont gouvernementaux ou pas? Alors, dans le RGPD aussi, on dit bien que le RGPD s'applique, sauf en cas de nécessité justement gouvernementale, etc. Donc est-ce qu'il faudrait une instance supranationale, comme une espèce de tribunal, comme on en entend parler aujourd'hui, tribunal international, qui pourrait légiférer sur tous les pays? Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? C'est une question éminemment délicate de gouvernance nationale, internationale. C'est un vrai débat, c'est un débat très profond, un débat éthique qui ne peut pas avoir de réponse simple. Si c'était le cas, évidemment, on n'aurait pas eu tous les drames que j'ai pu énumérer, qui sont malheureusement bien réels et qui se poursuivent aujourd'hui sous d'autres formes. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est la nécessité pour chaque individu, chaque détenteur d'informations personnelles, chaque citoyen, d'être bien conscient des enjeux. On a tous une responsabilité par rapport à la protection de nos propres données. Il faut être conscient des enjeux. Le principal danger, c'est ce qu'on appelle les black swans, les signes noirs, c'est-à-dire des dangers qu'on n'a pas anticipés et dont les conséquences sont énormes. Donc, il faut savoir qu'une information personnelle, une fois qu'elle a été violée, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, c'est d'une gravité particulière. Tous les breaches qu'on énumère finalement paraissent sans gravité dans le temps. Pour autant, il n'y a pas de retour. Une fois que l'information a été divulguée et a été partagée, alors évidemment, on ne parle pas uniquement d'identifiants, de choses qui peuvent être modifiées par la suite, mais des informations personnelles, des informations génétiques, je pense à ça notamment dans le cadre des évolutions, évidemment des informations médicales, on ne peut pas les rattraper. Voilà. Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose? Une remarque, parce que quand on parle RGPD, quand on dit protéger les données personnelles, mais la meilleure protection des données, c'est quand la donnée n'existe pas, parce qu'elle n'a pas été collectée. Donc, interdire de collecter des informations sur, je ne sais pas moi, l'appartenance raciale supposée ou des choses comme ça, le début c'est par ça qu'il faut commencer, hein. Parce qu'on dit qu'il faut protéger les données personnelles. Oui, il y a des données personnelles qu'il faut tout simplement pas saisir. Et on n'aura pas à les protéger, on ne les a pas saisies. Excellent. Excellent. Hein, voyez ce que je veux dire. Alors, juste aussi une autre remarque qui va dans le sens de Dominique. Dans le 7e arrondissement, là où j'avais des bureaux, il y a une plaque sur un bâtiment du ministère du Travail où il est dit qu'il y a des gens qui ont détruit des fichiers
que le ministère du Travail détenait sur les Juifs, enfin qui sont entrés armés de la résistance ou de je ne sais trop quel mouvement résistant, et qui d'ailleurs se sont fait tuer. Donc effectivement, tout ceci, la collecte de la donnée raciale supposée telle, hein, et des données interdites ne peut a priori, enfin, c'est typique de régimes non démocratiques de base, quoi, j'allais dire. Le problème, c'est le basculement qui peut intervenir sans qu'on l'ait prévu. C'est le principe du signe noir. Donc, c'est tous les cas qui ont été énumérés finalement. C'est des basculements. Aujourd'hui, moi, je constate que de plus en plus les jeunes générations, pour ne pas parler des générations précédentes également, divulguent volontairement de plus en plus de leurs données personnelles qui se retrouvent du coup capturées et fichées. Et si on fait une rapide règle de 3, en 1940, le fichage des Juifs qui a donné sur quelques années 6 millions de morts, si on compare ça avec le génocide au Rwanda en 94, où on a eu 1 million de morts en 100 jours, la règle de 3 est effrayante. Et je n'ose même pas imaginer ce que cela pourrait donner aujourd'hui si on rajoute une couche d'intelligence artificielle. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les données. Je veux dire, mettre sur Facebook qu'on est bien les voitures rouges, je veux dire, on va pas vous tuer avec ça, si je puis dire. Hein. Mais il y a quand même un changement de dimension, un changement d'échelle et un changement majeur quand on entre dans des données qui pourraient être utilisées pour vous tuer, quoi. Enfin, pour vous ségréguer, faire de la ségrégation forte, effectivement. Hein. Et là-dessus, il y a besoin d'une autorité supérieure, quoi. Mais effectivement. Justement, Emmanuel, je rebondirai là-dessus parce que nous avons une série de questions qui arrivent dans le chat. Et l'une de ces questions, c'est justement que faire face à la direction générale qui nie l'implémentation de ces mesures car ils ne comprennent pas eux-mêmes l'enjeu et les risques de leur propre business et du traitement des données qu'ils ont à leur possession. Je vais galéger tout de suite. Il faudrait peut-être changer de direction générale dans ce cas-là. Bon, je fais exprès, hein, je caricature. Hein. Mais il y a quand même un peu de ça. Hein. Aujourd'hui, un dirigeant qui nie tous ces aspects-là, c'est parce que, ou bien, oui, il faut, je sais pas, moi, il ne veut pas vraiment prendre son rôle de dirigeant vraiment à part entière. Hein. Ou bien vraiment il fait la sourde oreille parce que justement il ne veut absolument pas mettre en œuvre des gestions de risque, etc., qui sont absolument nécessaires parce que peut-être que ça va remettre un peu trop de choses dans sa gestion, dans son organisation. J'ai envie de dire, alors je sais, c'est plus facile à dire peut-être qu'à faire, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant est quand même conscient qu'il y a des risques dans une entreprise, est conscient aujourd'hui qu'il faut protéger les données personnelles. Hein, et je pense que ça fait partie de la sensibilisation globale. Si vous êtes RFSI ou DPO et que vous avez un dirigeant en face de vous qui ne veut rien entendre, quelque part, peut-être qu'en tant que DPO, je sais bien que c'est pas très évident, mais il y a des réunions de DPO au niveau des autorités de contrôle. Il faut peut-être faire un petit peu remonter ces aspects-là. Il faut peut-être aussi montrer que il y a peut-être déjà eu des plaintes, justement, de la part de personnes concernées vis-à-vis de cette entreprise où le dirigeant n'a certainement pas l'efficacité, ne met pas suffisamment les moyens qu'il faut. Pour pouvoir aussi montrer qu'à un moment donné, le dirigeant va se trouver complètement confronté quand même justement à des réglementations qui vont lui demander de sortir la tête de son trou, enfin, hein, de ne plus faire l'autruche, quoi. Voilà, donc c'est une question difficile hein, parce que si vous êtes convaincu avec un dirigeant qui ne veut absolument pas être convaincu et faire quoi que ce soit, même là encore, selon ses moyens, qui n'a aucune volonté de regarder la réalité en face, oui, c'est compliqué, effectivement. Et on n'oublie pas que… Emmanuel, dans la dynamique de ce que dit Michel, un rebond sur ce que disait tout à l'heure Emmanuel. Emmanuel a très bien présenté les choses concernant la 27001 et la 22301.
je parle sous votre contrôle à tous, mais j'estime qu'une organisation qui respecterait, a fortiori qui serait certifiée 27001 et 22301, éviterait la plupart des problèmes qu'on lit dans la presse tous les jours. Et comme ça a été indiqué par vous, les systèmes de management intégrés prévoient l'implication, c'est une exigence, il n'y a pas de négociation, l'implication totale de la haute direction. De la même façon, l'allocation de ressources, c'est également une exigence. Et de la même façon, la gestion des risques et du business impact analysis dans le cas de la 22301. Tout ce qui est énuméré tout à l'heure, Emmanuel, ou tout ce qui est dit par Michel là, concernant des hautes directions qui seraient frileuses ou qui n'appliqueraient pas, qui ne seraient pas impliquées, qui ne l'alloueraient pas de ressources, qui ne feraient pas d'appréciation des risques, tout ça, c'est des non-conformités majeures à la 27001 et à la 22301, c'est des non-conformités majeures, il n'y a pas de débat. Et on est un petit peu en marge de la norme, de la violation des données personnelles ici, mais quand on regarde la nouvelle mouture de la directive Nice, il y a clairement une responsabilité légale et au pénal des dirigeants d'entreprise qui seraient en porte-à-faux par rapport à la mise en œuvre de la directive Nice. Est-ce que à votre connaissance, il y aurait quelque chose qui irait dans cette direction-là également pour la violation des données personnelles pour une entreprise qui prendrait ça un peu trop par-dessus la jambe? Alors, moi, j'ai vu récemment, j'ai un exemple, je dirais, il y a un avant et après WannaCry. Je ne sais pas si vous vous souvenez de WannaCry, un algorithme malfaisant qui chiffrait les données, toutes données, il ne savait pas choisir. Hein, et vous avez un certain nombre d'entreprises, le numéro 1 ou 2 des conteneurs, la Merckx, qui a été arrêté pendant un mois. Vous avez MMA, Mutuelle du Mans Assurance, qui a été arrêté pour des schémas un peu similaires. C'est pas exactement du WannaCry, mais ça y ressemble. Qui ont été arrêtés encore pendant 2 semaines, 3 semaines. L'hôpital du sud de Paris a arrêté aussi 3 semaines, 4 semaines. Et je me souviens très bien d'un directeur général qui rigolait un peu quand je lui parlais de RGPD. Il disait: qu'est-ce que je risque? Je risque qu'on parle de moi au journal officiel. Ah, c'est la rigolade, ça m'ennuie pas, ça qu'on soit mentionné au journal officiel. Bon, mais là, si je risque un arrêt, une interruption pendant 4 semaines, c'est une autre paire de manches. Hein. Donc, ils voyaient le risque non pas vis-à-vis du malheureux usager, enfin de la victime usager dont la donnée a été divulguée, parce qu'en fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, certains directeurs généraux se disent la donnée est divulguée de ma faute, mais c'est pas moi qu'en souffre, c'est celui dont la donnée concerne, qui est concerné par la donnée. Donc à la limite un peu je m'en fiche, mais si ça me touche, si ça fait plusieurs millions d'euros de perte de revenus, comme je crois que c'était Saint-Gobain Vitraz, qu'on était obligé d'arrêter une usine pendant un mois, là, c'est une autre paire de manches. Donc, quand ça fait mal au portefeuille, vous allez avoir des directeurs généraux qui vont réagir plus fortement, alors que ça sera leur DPO. Le DPO essaiera de les secouer un peu en disant oui, nous aussi, on a des sanctions. Donc, tous les aspects Nice 2 qui en rajoutent une couche, hein, l'obligation aussi de déclarer moi, je vois régulièrement d'audits de sociétés qui ont eu des violations qui n'ont rien déclaré du tout, alors qu'elles auraient dû le faire. Hein. Et ils disent en plus, vous l'auditeur, s'il vous plaît, mettez pas ça dans le rapport. Hein. Et précisément par rapport au rapportage des divulgations, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance ou une manière d'introduire une procédure judiciaire quand on a été victime d'une violation de ces données personnelles? Je pense que oui. Enfin, je laisse passer par les ouais. Alors, j'ai envie de dire judiciaire, entre guillemets, il y a deux notions. Bon, si c'est vraiment une violation de données personnelles à titre personnel d'un individu, ben, je rappelle hein, que toute autorité de contrôle vous donne la possibilité donc de notifier que vous estimez avoir fait l'objet d'une violation par une organisation qui n'a pas mis tous les moyens en œuvre, et puis vous expliquez votre cas auprès de votre autorité de contrôle. Bon, en France, avec la CNIL, vous allez sur le site de la CNIL,
Elle vous dit exactement ce qu'il faut faire, elle vous donne des modèles de lettres d'ailleurs pour vous exprimer. Donc là, déjà, ça engage. Hein, quand vous commencez, la CNIL peut vous redemander, ou l'autorité de contrôle exactement les faits. Donc là, déjà, c'est quasiment une procédure vraiment, oui, quand même légale, judiciaire qui va être mise en œuvre. Si vous êtes une société qui est victime d'une violation de données personnelles suite à un logiciel, un piratage, etc., bah, il existe, hein, il faut une gendarmerie auquel il faut que vous fassiez remonter que votre société donc, a fait l'objet d'un piratage qui vous avez une crainte de fuite de données personnelles vers l'extérieur. Voilà. Donc là, je dis ça de façon très synthétique. Est-ce que Emmanuel ou Dominique veulent compléter? Il y a d'ailleurs une mention réglementaire obligatoire qui doit être mise, par exemple, dès que vous enregistrez ou vous avez des caméras dans les halls d'accueil et des choses comme ça, qui mentionne non seulement que c'est enregistré, mais qu'en plus vous avez un droit de regard et qu'en cas de désaccord, vous pouvez vous adresser à tel et tel dispositif pour porter plainte, etc. Et pour donner un exemple, moi souvent quand je vois que cette mention obligatoire est manquante dans un audit 27001, je mets non-conformité. Parce que c'est non-respect d'une réglementation qui s'applique. Hein, dans 27001 égale non-conformité. Voilà. Et je ne suis pas le seul. Hein. Dominique? Oui, tout à fait. Bah, du coup, pour la protection totale des données personnelles, on va aller sur la 27701, qui est la prolongation de la 27001 pour la protection de la vie privée, pour les gens que ça intéresse, tous les experts qui sont aujourd'hui connectés sur le webinar. Donc, bah, j'invite les uns les autres à se plonger dans la 27701, qui est la norme finalement sur laquelle s'adosse le RGPD pour la protection des données personnelles. Donc, prolongation de la 27001 via la 27701, avec des certifications individuelles et d'entreprise également. Oui, puis c'est, comme disait Dominique tout à l'heure, hein, une fois qu'une donnée a fuité, il n'y a pas de retour arrière. Donc, effectivement, je crois que là aussi, il y a une sensibilisation de nous tous. Hein. N'hésitez pas, si vous voyez par rapport à une entreprise ou un site marchand sur le web, qu'il y a des choses qui vous semblent un petit peu suspectes. Hein. Toute société est obligée de fournir un contact ou bien la référence de son DPO. N'hésitez pas à faire un mail hein, au DPO, au contact, en disant je ne suis pas d'accord avec ça, voilà, attention, moi je vais faire une notification à mon autorité de contrôle si telle chose n'est pas stoppée. Je peux vous assurer que pour avoir déjà fait les tests là plusieurs fois, en général, ça calme beaucoup l'entreprise en face de vous et en général, ils actent assez rapidement pour supprimer la chose hein, qui vous a déplu, justement, et qui n'est pas légale par rapport à vos données personnelles. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le faire savoir et à le faire vous-même. Eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette session. Nous sommes maintenant au terme de ce panel de discussion. Je voudrais remercier Michel, Emmanuel et Dominique pour leur participation et leurs informations et partages d'expériences vraiment très, très intéressants. N'hésitez pas à suivre d'autres séances aujourd'hui ou dans les jours à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très, très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.